Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi, vous êtes peut-être sur le point de déjeuner. Merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge sur Sud Radio, votre émission hebdomadaire jusqu'à 13h. Nous sommes ensemble, David, et au sommaire. Et au sommaire, il n'y a pas d'âge pour être soumise à son mari. Quand l'emprise, les violences, les soumissions, les brimades, les souffrances et la perte de repères transforment votre quotidien marital en un cauchemar éveillé, voire mortel. C'est ce qu'a vécu pendant 15 ans Alice d'Avril, qui a le courage aujourd'hui de venir se livrer à nous. Il n'y a pas d'âge pour vivre en colocation grâce aux appartements partagés pour personnes âgées en perte d'autonomie, avec accompagnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un moyen, vous verrez, super pour éviter peut-être à votre maman ou à votre papa d'aller à l'EHPAD. Il n'y a pas d'âge pour visiter les coulisses du salon de l'agriculture comme un VIP. Effectivement, ce soir se termine la 60e édition et nous allons vous faire pénétrer dans les coulisses de cette énorme machine. Combien d'animaux vont rentrer chez eux? Combien de stands différents occupent les lieux? Que devient la nourriture non consommée? Eh bien, on vous dit tout. Il n'y a pas d'âge pour vivre mieux et plus longtemps dans les Blue Zones. Qu'est-ce que c'est? Ces régions en France et dans le monde d'ailleurs, où l'on trouve la plus forte concentration de centenaires. Et messieurs, il n'y a pas d'âge pour faire une vasectomie. Effectivement, de plus en plus d'hommes ont recours à cette chirurgie pour leur tranquillité. Est-elle réversible ou définitive? Qui y a recours et pourquoi? Eh bien, on vous dit tout avec un spécialiste dans quelques minutes. Sud Radio, y a pas d'âge. Dans son livre intitulé « Femmes, soyez soumises à vos maris » aux éditions Larousse, Alice d'Avril raconte les 15 années d'emprise et de violence qu'elle a passées aux côtés d'un mari catholique extrémiste. Alors un mari qui aurait pu tout aussi bien être témoin de Jéhovah, islamiste fanatique, juif ultra-orthodoxe ou pervers narcissique. Cette histoire que vous allez découvrir, si elle n'est pas facile à entendre, elle est très dure à raconter. Trop peu de femmes acceptent de raconter cet enfer du quotidien fait de soumission, de brimades, de souffrance, de perte de repères et d'un abandon de soi. Alice d'Avril, bonjour. Bonjour. Bonjour Alice. Bonjour Alice. Alors Alice, vous avez 44 ans, vous êtes professeure de français et mère de 7 enfants. Pendant près de 15 ans, Alice, vous avez vécu sous l'emprise d'un homme qu'on nommera Henri, votre mari, et qui est le père de vos enfants et pour qui seul Dieu compte. Quelle a été, Alice, votre vie et votre quotidien à ses côtés pendant 15 ans? Eh bien, puisque seul Dieu compte, tout est soumis à cet impératif-là de vivre tout et de tout faire pour se purifier et se sanctifier, pour essayer de mourir le plus parfait possible. C'est fou. Et Donc, comment oui. Pardon, évidemment, voilà, ça veut dire une vie de prière très intense, qui prend énormément de temps dans le quotidien. Et ça veut dire aussi s'éloigner de ce qui peut être source de tentation et s'éloigner de ce qui peut pervertir l'âme. Donc, par exemple, pour les enfants, il était hors de question qu'ils aillent à l'école avant qu'ils sachent discerner parfaitement le bien et le mal. Il fallait aussi donc prier de longues heures par jour, avoir une vie très austère pour toujours dans l'idée de se purifier au maximum. Alors, vous avez réussi à vous sortir de cet enfer, parce que je crois qu'on peut appeler ça comme ça, en 2013. Oui. Vous avez passé quand même 15 ans à ses côtés. Quel a été l'élément déclencheur, en fait? Qu'est-ce qui vous a permis de franchir le pas? Alors, l'élément déclencheur, il est terrible, parce qu'en fait, tant qu'on est sous emprise, on ne se rend pas compte qu'on est sous emprise. C'est là le problème principal, à mon sens. Et il a fallu que j'arrive à ce choix décisif de la mort ou la vie pour avoir le ressort nécessaire pour choisir de partir. Alors, j'avais eu quelques petites étincelles de vie sur lesquelles j'ai pu me raccrocher quand il a fallu trouver l'énergie nécessaire pour partir. Mmh. Et ça, c'est des paroles d'autres personnes, la sensation d'avoir de la valeur pour d'autres personnes, parce que j'étais persuadée de n'en avoir aucune. Et au moment où vraiment j'ai failli mourir, j'ai pris conscience que pour mes enfants, il valait mieux être en vie, être une maman sur pied. Et donc, j'ai pris la décision irrévocable de m'en aller. Oh, vous perdiez complètement l'estime de vous-même, en fait. Complètement. Alors ça, c'est sur des années, hein, mais j'étais persuadée au fin fond de moi,
d'être et bête, et moche, de ne savoir rien faire de correct et de n'avoir réellement aucune valeur. Alors que vous étiez plutôt une jeune fille enjouée, très ouverte sur les autres et qui avait une vraie vie sociale. Oui, oui, jeune, j'étais assez pétillante, on m'entendait rire avant de me voir arriver, et j'avais du caractère. Donc, c'est ce qui me fait dire aussi que nul n'est protégé vraiment de ce genre d'emprise. Alors justement, Alice, vous rencontrez Henri alors que vous êtes encore adolescente. Vous le rencontrez chez les scouts la première fois. Il est officier de marine. Il est très très tourné vers la religion à tel point qu'il vous dit que vous ne pouvez pas vous lancer dans des études de médecine. Ça, c'est très poignant dans votre livre. Alors il le dit parce que il dit que certains actes médicaux sont inenvisageables pour quelqu'un de catholique. Mais quels actes ? Franchement, je serais curieuse de savoir. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, avec le recul, analysez-vous le fait de ne pas avoir vu qui il était réellement au moment de la rencontre? Alors, j'ai 16 ans quand réellement on commence à avoir des contacts réguliers. Tout ça est très progressif parce que, évidemment, je pense que si à 16 ans, on m'avait présenté le package entier, sans doute que je serais partie en courant. Mais tout se fait très progressivement. Et petit à petit, il m'a façonnée comme il le voulait. Et il le disait sciemment quelques années après. À 16 ans, j'étais de la pâte à modeler et il m'a façonnée à sa façon. C'est incroyable. Alors, oui, et en fait, c'est fait de renoncements et de petits renoncements. Et de petits renoncements en petits renoncements, finalement, on arrive à écraser complètement sa propre personnalité et à considérer que, en fait, moi-même, j'étais dangereuse pour moi-même. J'avais ce guide-là qui me disait quoi faire et il fallait que je sois assez raisonnable pour écraser tout ce qui pouvait m'éloigner de lui ou de Dieu, en l'occurrence. Mais vous dites que l'élément moteur dans la vie de couple, c'était la surspiritualisation. Mais ça se traduisait comment dans le quotidien ? Eh bien, ça se traduisait par une ascèse complète. Et puis, il fallait tout voir en fonction de son efficacité pour gagner son ciel. Mais tout. Tous les éléments de la vie. Et c'est pour ça, effectivement, la surspiritualisation, qui est évidemment encore plus vraie quand c'est une religion qui l'impose, elle imprègne tout le corps, l'esprit, l'intelligence, les occupations. Tout était spiritualisé. Et ce garçon, quand vous l'avez rencontré, il était capable d'avoir des gestes tendres, d'être romantique, il avait des preuves d'amour à votre égard, enfin, comme dans n'importe quelle relation normale. Au début, en tout cas. Eh ben, très peu. C'était très intellectuel. Mais comme il m'avait persuadé qu'il avait reçu une lumière de Dieu et que Dieu voulait qu'on se marie, et que j'étais à ce moment-là déjà sous emprise, disons que je ne pouvais pas lutter, moi, ma petite personne, contre la volonté de Dieu, quoi. D'accord. Et alors, j'ai eu quand même quelques petits signes d'affection, et je m'accrochais à ce bouquet de fleurs qu'il avait pu m'offrir, à cette balade romantique au bord de la mer qu'on a eue une fois, mais qui a suffi pour que je m'y accroche en étant persuadée que si je me rendais digne de lui, j'en aurais de plus en plus. Mais c'était même de la survie que de s'accrocher à ces images, en fait. Excusez-moi, oui. Excusez-moi d'être un peu cavalier, mais quelle place le sexe tenait-il au sein de votre couple? Parce que c'est quelque chose qui est à la fois nécessaire pour avoir des enfants, mais qui est un péché hors procréation. Alors, c'est pas un péché pour l'Église et les cathos normalement constitués, hein, oui. Mais effectivement, pour Henri, ça représentait le mal. Et donc, c'était très problématique parce que effectivement, d'abord, moi, je ne cédais pas parce que je voulais être maman et j'étais persuadée que là, il avait tort. Mais lui, pour lui, c'était un problème énorme. Et donc, non seulement j'étais pas d'accord, mais en plus, je culpabilisais terriblement parce que c'était moi qui réclamais ça et c'était moi qui le mettais en difficulté. Et puis en plus, j'estimais que s'il y avait un problème sur la sexualité, c'était certainement que j'étais pas assez attirante ou pas assez désirée et que donc il fallait que je fasse encore plus d'efforts pour l'être. Oui. C'est vrai, une emprise totale. C'est une emprise totale. D'ailleurs, dans le même sens, au nom de la religion, quelles sont rapidement les choses que votre mari vous oblige à faire et les choses qu'il vous interdit?
Alors, au nom de la religion, encore une fois, une religion dévoyée, hein, Oui, non, mais je sais très ça, bien. on est entièrement d'accord. Oui, oui. Au nom de la religion, voilà, c'était important que l'épouse ne travaille pas pour qu'elle soit entièrement disponible à son mari et à ses enfants, que la pratique de prière soit presque continuelle, en fait, que dans chaque acte du quotidien, on soit sous le regard de Dieu. Et puis, voilà, des préceptes. Voilà, évidemment que j'accouchais sans péridurale, parce que dans la Bible, il est marqué que la femme accouchera dans la douleur. Il y avait une référence au texte biblique continu, parce que Henri connaissait la Bible pratiquement par cœur. Oui. Et alors, est-ce que en devenant maman, vous avez eu la possibilité, comme vous l'espériez, de vous épanouir ? Ah oui, alors en tant que maman, j'étais extrêmement heureuse. Et c'est ce qui m'a permis de tenir d'ailleurs, parce que les premiers mois, les premières années sans enfant sont d'une tristesse insondable. Oui. C'est vraiment terrible. Et à partir du moment où je suis enceinte, j'ai un sens à ma vie. Et vraiment, je suis une maman extrêmement heureuse. Alors, Alice, vous êtes divorcée depuis 2019, vous avez rencontré quelqu'un d'aimant, vos enfants aînés ne veulent plus voir leur père, et Henri s'est, on peut le dire, déconnecté des plus jeunes, car le quotidien est compliqué à gérer. Est-ce qu'il vous arrive quotidiennement d'avoir des frayeurs qui vous ramènent dans l'enfer de cette vie passée ? Alors, j'ai mis du temps à l'accepter, mais ça y est, je crois. Je sais que j'aurai toujours peur. J'ai toujours l'estomac qui se noue quand je sais qu'Henri est pas très loin. Et je sais qu'il faut que j'apprenne à vivre avec cette appréhension. Voilà, parce qu'on a beau essayer de guérir au maximum, évidemment qu'une emprise comme ça laisse des traces. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci, Alice c'est très d'Avril. intéressant en tout cas. Je trouvais très émouvant comme témoignage. Merci énormément Merci Alice beaucoup. d'Avril pour ce témoignage fort qui manquera pas d'aider d'autres femmes à comprendre l'enfer Absolument. qu'elles vivent au quotidien. Merci de relayer le message et puis de voilà, il faut Non, mais c'est absolument important. C'est très important. Ouais, qu'on sache qu'on peut en sortir. Voilà, c'est possible quoi. Tout à fait. Parce qu'on en doute quand on est dans ce cas-là. Bah écoutez, vous avez entièrement raison. Je rappelle le titre de votre livre, Femmes, soyez soumises à vos maris, aux éditions Larousse. Et mesdames qui nous écoutez, si vous êtes reconnues dans le témoignage d'Alice, il y a forcément quelqu'un ou une association qui est là pour vous aider. Et si vous n'avez personne, eh bien écrivez-nous à Sud Radio, au 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt. On relaiera votre message vers une association digne de confiance et dites-vous que vous n'êtes pas seul. Merci Alice et on vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, nous allons vous faire découvrir qu'il n'y a pas d'âge pour vivre en colocation grâce aux appartements partagés pour personnes âgées en perte d'autonomie. Alors vous verrez, avec un accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est vraiment un super moyen pour éviter peut-être à vos parents d'aller en EHPAD. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans Y a pas d'âge. Sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et tout de suite, il n'y a pas d'âge pour vivre en colocation, mon cher David, grâce à ces appartements partagés pour personnes âgées en perte d'autonomie, avec, vous verrez, un accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc en toute sécurité, un moyen formidable d'éviter que maman ou papa n'aille à l'EHPAD. Mais effectivement, Catherine. Alors, en 2030, Catherine, figurez-vous, il y aura 23,2% de la population française qui aura plus de 65 ans. Alors, ça signifie qu'il y aura une personne de plus de 65 ans pour deux personnes en âge de travailler, contre actuellement un ratio de 1 pour 4. Donc, la question de la prise en charge des seniors en perte d'autonomie est donc plus que jamais d'actualité. Bien sûr. C'est pour ça que je veux vous faire découvrir aujourd'hui Cosima, une entreprise qui propose des domiciles partagés et accompagnés. Bonjour bonjour Maxence Petit. Bonjour. Bonjour. Alors Maxence, vous êtes le cofondateur de Cosima. Comment est née l'aventure de Cosima autour du bien vieillir chez soi ? Alors, c'est une aventure qui a démarré il y a 4 ans, suite à une expérience personnelle d'une grand-mère que j'aurais aimé pouvoir finir ses jours dans un lieu comme celui que nous avons créé. J'avais en tête l'idée de proposer un lieu dans lequel on peut continuer à profiter de la vie, malgré ses fragilités liées à l'âge. Et votre grand-mère était en EHPAD ?
Exactement. D'accord. Ah, alors, j'imagine qu'entre l'idée et la réalisation du projet, il y a eu certainement un certain nombre de cahiers des charges à respecter. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué? Comment la solution s'est avérée devant vous, est apparue devant vous? Alors c'est vrai que la difficulté qui se pose au démarrage, c'est de trouver ou créer des lieux à même d'accueillir un total de 8 personnes qui vont faire le choix de vivre ensemble et qui vont mutualiser un accompagnement 24 heures sur 24 par des auxiliaires de vie qui vont les sécuriser et les accompagner dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Donc 400 mètres carrés, c'est une très grande surface. C'est rare de trouver des maisons de cette taille-là. Et donc nous avons fait le choix de nous adresser aux promoteurs immobiliers, ce qui nous permet d'intégrer les appartements Cosima dans des immeubles d'habitation conçus par ces mêmes promoteurs. D'accord. C'est bien ça. Donc en fait, ils sont combien au maximum à l'intérieur? Donc ils sont 8 par appartement. Ouais. Des appartements qui font 400 mètres carrés. Dans lesquels vous avez donc 8 espaces privatifs qui sont en gros de très grandes chambres. On est dans la chambre de l'une des habitantes, Simone, qui est une chambre qui fait un peu plus de 35 mètres carrés. Ah oui, bien. Qui dispose de sa propre salle de bain adaptée évidemment à la perte d'autonomie. Et vous avez ensuite des lieux de vie communes, je dirais comme une grande maison familiale avec une cuisine ouverte sur la salle à manger, un séjour, un salon. Vraiment dans l'idée de permettre en fait aux habitants de continuer à vivre le plus normalement possible sans être forcément dans une logique d'établissement. Bien sûr, et en conservant le lien social, c'est super. Alors, une autre chose importante, c'est que Cosima est une entreprise à mission. Dites-nous en plus à ce sujet. Alors, c'est un choix qu'on a fait au démarrage de cette aventure. On cherchait un cadre qui nous permettent et d'assumer la recherche de profitabilité qui est une condition pour continuer d'exister et en même temps de s'imposer un certain nombre de critères d'impact aussi bien pour les habitants qui décident de venir vivre dans ces appartements que pour le personnel qui y travaille et aussi pour les familles des habitants. Donc en fait l'entreprise à mission nous donne ce cadre qui nous incite et qui même nous oblige à évaluer l'ensemble des actions que nous menons pour être certains de leur impact positif pour les différentes parties prenantes que je viens de citer. Alors, d'ici 2030, 150 000 places de logement pour seniors supplémentaires seront nécessaires. Et parallèlement à ça, on sait que plus de 85% des personnes âgées souhaitent vieillir chez elles, ce qui est une solution onéreuse, bien sûr, pas toujours facile à mettre en œuvre. Comment Cosima se présente comme une réponse alternative à l'EHPAD? Alors, moi, je dirais qu'il ne s'agit pas d'opposer les solutions. Chaque solution va permettre de répondre à un moment de la vie. Le maintien à domicile est évidemment le plus souhaitable pour l'immense majorité de nos concitoyens et on le comprend très aisément. Malheureusement, il arrive un stade dans la perte d'autonomie, dans le besoin de sécurité qui fait qu'on va devoir partir de chez soi. Dans ce cas-là, vous avez effectivement la solution entre l'EHPAD, qui a été très largement décriée et pourtant qui présente néanmoins de nombreux avantages. Et on a souhaité proposer une solution complémentaire avec ces habitats partagés qui se développent d'ailleurs partout en France via Cosima, mais aussi via d'autres acteurs qui ont décidé d'adresser ce besoin. D'accord. Alors Maxence, vous êtes accompagné de Simone qui est à côté de vous. Bonjour Simone. 98 ans, c'est formidable. Oui. Alors Simone a 98 ans. Moi, ce que je voudrais savoir, Simone, c'est qu'est-ce que vous apporte ce mode de vie au quotidien? Faut que je réponde à ça. Oui. Je suis Simone. Je suis arrivée il y a seulement 15 jours. Ah, c'est récent. Suite à des chutes diverses, je ne pouvais plus continuer de vivre dans ma maison en Alsace. Et à Paris, je retrouve aussi 3 de mes enfants, donc à proximité. Ce sont les raisons qui m'ont fait accepter ces choses. Je suis prise en charge, je n'ai plus à assumer le matériel de tous les jours, je n'ai pas à faire mes courses,
nous sortons, mais l'organisation de la maison fait que nos sorties, nos visites sont organisées, donc tout est parfait. Ah bah c'est parfait. Alors, combien coûte par mois aux résidents leur logement dans l'un de vos appartements, Maxence? Alors en fait, c'est assez variable. Le coût, il se compose de 3 éléments essentiels. Vous avez le logement. Cosima est locataire de ces appartements. On doit payer un loyer à des propriétaires. Oui. Donc nous, on facture la quote-part pour chaque habitant. Ensuite, il y a la part de l'accompagnement humain, donc qui est mutualisé entre ces 8 habitants. Et puis l'ensemble des frais de vie, l'alimentation, etc. À ces coûts, on va soustraire des aides qui sont versées par l'État en fonction des revenus et du profil de perte d'autonomie des personnes. Donc le coût aujourd'hui à Saint-Cloud, par exemple, est variable. Il démarre à 3 000 € pour certains habitants et d'autres habitants vont jusqu'à 5 000 € en fonction de leurs revenus et de leurs besoins. D'accord, mais tout est compris dans cette enveloppe. Pour le coup, oui, c'est quelque chose qui était pour moi extrêmement important, c'est qu'il n'y ait pas de frais cachés. Évidemment, on a une activité commerciale, mais pour autant, elle ne doit pas induire des pratiques que je pourrais estimer trompeuses de masquer, je ne sais pas, le coût de la lingerie, de l'alimentation, etc. Donc, on a vraiment voulu quelque chose qui comprenne l'intégralité du coût de la vie. Très rapidement, Maxence, quels sont les nouveaux lieux d'habitation que vous allez ouvrir en 2024 et en 2025 ? Alors en 2024, nous venons d'ouvrir, suite à l'ouverture de Saint-Cloud, 2 appartements à Enghien-les-Bains dans le 95. Nous allons bientôt ouvrir à Draveil dans le 91, à Sannois dans le 95 et à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Et pour 2025, nous aurons une ouverture à Villemomble dans le 93, ainsi qu'à Bourg-la-Reine dans le 92 et à Marseille dans le 8e arrondissement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça. Merci beaucoup, Maxence Petit. Merci, Maxence. Merci pour cette initiative autour du bien vivre et du mieux vivre ensemble qui prend soin de nos aînés. Je rappelle, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le www.cosima.eu. www.cosima.eu. Cosima s'écrit C-O-S-I-M-A. 23% en 2030, oui, c'est quand même pas rien. C'est énorme. Eh bien, écoutez, Catherine, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour vivre mieux et plus longtemps. Ben justement, on va avoir besoin des appartements partagés. Mais oui, parce qu'on va vous faire découvrir les Blue Zones. Eh bien, les Blue Zones, c'est quoi ? Vous allez devenir centenaire. Ce sont des régions où l'on vit centenaire. On se retrouve pour vous faire découvrir les coulisses du Salon de l'Agriculture qui s'achève ce soir. Combien d'animaux vont quitter la porte de Versailles ? Que va-t-il advenir de toute cette nourriture accumulée depuis une semaine? Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et si nous allons dans un instant vous faire découvrir les Blue Zones, ces régions françaises où l'on vit facilement centenaire, eh bien tout de suite, Catherine, vous allez nous faire découvrir les coulisses du Salon de l'Agriculture qui va fermer ses portes dans quelques heures. Exactement, David. En fait, on se pose souvent la question, mais on ne le sait pas, parce que le salon est absolument gigantesque et demande une organisation très pointue. Il y a quand même plus de 600 000 visiteurs. Plus de 600 000 visiteurs l'année dernière, plus de 1400 éleveurs, plus de 1000 exposants, des milliers d'animaux, des centaines de produits, bref, de toutes les régions. Bonjour Valérie Leroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une grande machine. Vous êtes la directrice du Salon de l'Agriculture qui, comme je le disais, ferme ses portes ce soir. Alors, je lisais, figurez-vous, plus de 10 000 litres de lait sont produits chaque jour par les vaches présentes sur le salon. C'est possible, ça ? C'est pas tout à fait exact. En fait, on est à 50 000 litres de lait sur la totalité du salon. Donc, ça fait un peu moins par jour. Un tout petit peu moins de 10 000, voilà. Puisqu'il y a 9 jours. Ce qui est déjà beaucoup. Quand même, oui, ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà énorme, oui, tout à fait. Donc, écoutez, alors moi ce que je voudrais savoir, Valérie, c'est combien il y a d'animaux sur le salon et comment ils vont regagner leur ferme. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter pour le départ quand on vide les halls ? Alors oui, bien sûr. Au total, on accueille 4000 animaux à peu près, enfin 3900 et quelques, dont 2500 sont en concours. Oui. Et évidemment, quand on ferme les portes, il faut organiser
la rotation des bétaillères, le balai des bétaillères autour du parc de Versailles. Donc, on a des entrées pour certaines bétaillères, des sorties pour d'autres, des autorisations de sortie pour les plus petits animaux, comme par exemple les lapins, qui ont aussi besoin de sortir. Donc tout ça se fait de manière extrêmement régulée et dans des conditions les plus strictes possibles pour que les uns ne bloquent pas les autres, et de sorte que notre objectif, c'est que les animaux ne soient pas soient le moins longtemps possible en attente dans des camions et qu'ils puissent regagner le plus vite possible leurs exploitations. Alors, est-ce que les animaux sont, j'imagine, aussi fatigués que leurs propriétaires entre les tensions, l'agitation, les visites ? Alors, les éleveurs avec qui je suis en contact après pour demander si tout s'est bien passé, etc., témoignent, quelle que soit l'espèce d'ailleurs, c'est pareil pour les moutons, les cochons, etc., témoignent que quand ils arrivent, effectivement, ils sont un peu fatigués, mais pareil que nous, voilà, et qu'il leur faut 2-3 jours, et qu'après, ils ont un petit coup de folie de revenir chez eux, et que la vie reprend son cours tout à fait naturellement après. Alors, pour revenir à ce que vous nous disiez juste avant, il faut combien de temps pour vider le hall des animaux ? Alors, déjà, les animaux sont sur plusieurs halls. Non, mais le hall numéro 1, le très grand. Alors, le hall 1 dans lequel il y a les vaches, les cochons, les moutons et les chèvres, globalement, il faut à peu près 3 heures, je dirais, quelque chose comme ça. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah, d'accord. Et sur les chevaux, puisque dans le hall 6, il y a les chevaux, il faut à peu près pareil. Alors, c'est pas tant le temps que les camions que ça nécessite, en fait, puisque vous connaissez certainement le parc de la Porte de Versailles. Les stationnements de gros camions de cette sorte-là est assez compliqué. Donc, l'idée, c'est justement de faire quelque chose de fluide pour avancer le plus vite possible, quoi. Alors, il y a une question qu'on se pose aussi tous, c'est au niveau de la gastronomie. Quelle est la quantité de nourriture pendant une semaine de salon? Et qu'est-ce que ça devient quand vous fermez les portes? Vous le donnez Oui, alors ça serait intéressant de calculer la quantité totale, mais il y avait l'autre jour un producteur de comté qui me disait que l'année dernière, il avait écoulé 12 tonnes de comté à lui tout seul. 12 tonnes de comté, mais c'est fou! Donc c'est faramineux. Pour ce qui est des aliments non utilisés, on travaille avec les banques alimentaires évidemment. Donc on organise des ramasses systématiques. Il y a 4 ramasses pendant le salon, dont une évidemment très importante le dimanche. Donc on donne au total pratiquement 5 tonnes sont récupérées. Et puis cette année, c'est une première, on travaille avec une association qui s'appelle Linky et qui a l'autorisation de récupérer des choses que éventuellement les banques alimentaires ne peuvent pas récupérer, c'est-à-dire des produits ouverts mais non utilisés, parce que ils réalisent directement dans la foulée des repas qui sont servis dès le soir même dans le cadre de maraudes par exemple ou de points d'alimentation pour les étudiants bénéficiaires. Donc normalement, on ne devrait pas jeter beaucoup de choses. Je ne dis pas rien parce que c'est peu probable, mais peu de choses. Bon, en tout cas, c'est bien utilisé et c'est ça l'essentiel. Bah, écoutez, merci infiniment Valérie Leroy pour toutes ces informations coulisses et puis bon courage pour le démontage parce que c'est quand même une expédition. Merci beaucoup Valérie Leroy. Merci. À très bientôt. Au revoir. Et maintenant Catherine, il est temps qu'avec Ariane Goldet, l'exotique, la pulpeuse et la rayonnante reine de la beauté, eh bien il est temps que vous nous fassiez découvrir les Blue Zones, ces régions françaises où l'on vit facilement centenaire. Non mais c'est incroyable. Mais moi j'adore cette idée. Les Blue Zones, ça nous interpelle. Alors je dois dire, je suis particulièrement heureuse de découvrir avec vous ces régions en France et dans le monde d'ailleurs, où on trouve cette plus forte concentration de centenaires. À quoi c'est dû? Je comprends que ça intéresse les chercheurs d'ailleurs, n'est-ce pas Ariane? Ouais, ça les intéresse beaucoup et nous aussi. C'est en l'an 2000 qu'un universitaire italien et un démographe belge voyagent en Sardaigne dans la province du Nuoro. Et là, ils découvrent que c'est la région qui est la plus peuplée d'hommes et de femmes centenaires au monde. Et pour la localiser, simplement, ils ont coloré sur leur carte cette région en bleu, d'où le nom. De Blue Zone. Ah, incroyable. Première Blue Zone identifiée. Alors là-bas, les centenaires sont presque tous des montagnards ou des bergers avec une activité physique
quotidienne. Ils suivent bien sûr le célèbre régime méditerranéen, vous savez, très peu de viande, beaucoup de fruits et de légumes, tomates, aubergines, fèves, le pain non raffiné, du fromage de brebis et quand même un petit peu de vin rouge, riche en polyphénol. Et chose importante, les liens sociaux et familiaux très forts, surtout envers les personnes âgées. Ah oui, il y a une forme d'entraide. Voilà, toujours. Et vous avez oublié, Ariane, l'huile d'olive dans le régime méditerranéen. Ah oui, oui. Vous avez oublié l'origine. Alors, Ariane, quelles sont les autres régions dans le monde où l'on vit facilement centenaire? Alors, il y en a 5 autres. Il y a l'île grecque d'Icaria, dans la mer Égée, où la population, elle se nourrit beaucoup d'aliments bruts, vous savez, les légumes verts et légumineuses, justement le poisson avec l'huile d'olive, le lait de brebis, le vin rouge aussi, c'est à peu près pareil. Des tisanes à base d'herbes aromatiques, c'est très important. Ah oui. Et autre chose, la restriction calorique. Les Icariens font un jeûne plusieurs fois par an. Vous avez aussi, c'est assez connu, l'île japonaise d'Okinawa, avec une alimentation qui est différente, ce sont des végétaux à feuilles vertes, du poisson, des fruits de mer, des patates douces. Et puis, eux aussi, selon les préceptes de Confucius, il faut finir le repas en ayant encore un petit peu faim. Donc, les habitants se sentent rassasiés à peu près à 80%. Et donc, les centenaires là-bas font aussi de l'exercice pour rester en forme et réduire le stress. Et comme les Sardes, ils vivent des relations familiales et sociales très riches. Et il y a encore 2 autres Blue Zones qui sont au Costa Rica et aux États-Unis. Alors, moi, je reviens là sur cette idée de relation familiale, sociale riche, parce qu'en fait, qui dit bonne relation dit pas de conflit, qui dit pas de conflit dit pas de stress, et donc du fait ça aussi ça contribue. C'est ça l'idée en fait. C'est très important. C'est très important la relation sociale. En fait, c'est un anti-vieillissement psychologique et même physique. Alors, on retrouve cette spécificité aussi, je vous en parlais, dans la péninsule de Nicoya au Costa Rica, qui est aussi une zone bleue. Et là, il y a la force du lien familial, l'amour du labeur. Il y a un esprit très positif, un mode de vie où le stress est à minima. Et là-bas, alors l'alimentation est aussi faite de choses très saines, d'haricots noirs, de maïs, de courges. Ils mangent du poulet, du porc. Et toujours, pas question d'être sédentaire et avec des relations sociales très très importantes. Alors très rapidement et avant de terminer, vous nous parliez à l'instant d'une Blue Zone qui était aux États-Unis, au pays du hamburger, et plus précisément en Californie du Sud, à une centaine de kilomètres de Los Angeles. Comment vous expliquez ça? Alors justement, c'est une Blue Zone particulière et la raison vient que cette région est le berceau d'une communauté de l'église adventiste du 7e jour. Et ces adventistes sont végétariens ou flexitariens, ne consomment ni alcool ni tabac. Côté relations sociales, l'entraide est très importante aussi. Grâce à leur université spécialisée en médecine, ils ont établi, alors écoutez bien, un lien étroit entre la science, la santé et la foi. Et l'hygiène de vie, les relations humaines sont aussi très importantes. Bon, voilà. Écoutez, merci beaucoup Ariane Goldet pour ces informations sur les Blue Zones. Et finalement, ce qui en ressort, c'est qu'on peut facilement créer sa Blue Zone chez soi en appliquant les préceptes que vous venez de nous donner. Et en s'occupant des gens autour de soi. Et en étant bienveillant. Voilà. Bon, je vais m'occuper de Catherine et de vous, Ariane, pour vivre centenaire. On en a besoin, Merci beaucoup. Bonne journée. À la semaine prochaine, Ariane. Dans quelques minutes, David, on va écouter le témoignage de Walter qui a choisi de faire une vasectomie. Intervention de plus en plus fréquente chez les hommes. À tout de suite. À tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 13h. Nous allons tout de suite vous parler de la vasectomie, une intervention chirurgicale considérée comme réversible à laquelle de plus en plus d'hommes font appel, Catherine. Et oui, en effet, David, de plus en plus d'hommes font appel à la vasectomie. Serait-ce le nouveau mode de contraception masculine? Figurez-vous quand même qu'entre 2012 et 2021, le nombre de vasectomies a été multiplié par 15, un peu moins de 33 000 vasectomies en 2023. Et depuis 2 ans, ça c'est quand même fou, ce nombre dépasse le nombre de stérilisations féminines. Ah oui. Walter, bonjour. Bonjour. Alors Walter, vous avez 40 ans, vous habitez à Pontoise. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quand vous avez eu recours à une vasectomie et pourquoi ?
Alors, j'ai eu recours, ma vasectomie a été effectuée en décembre 2018. D'accord. Et en fait, c'était suite à un article courant 2018 qui parlait de la vasectomie, Oui. dans lequel je me suis reconnu parce que j'avais 2 enfants. Donc, le deuxième avait 3 ans. Et en fait, avec ma femme, on ne souhaitait plus d'enfants. D'accord. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça une excellente solution pour lui éviter de continuer à prendre la pilule. Parce qu'en plus, à ce moment-là, sa pilule allait être arrêtée fin d'année. Oui. Donc, pour elle, c'était reprendre une nouvelle pilule. Donc, possiblement avoir des nouveaux effets secondaires. Est-ce que ça ne correspond pas ou ce genre de choses. Et j'ai pris la décision d'effectuer la vasectomie. Donc, je lui en ai parlé. Elle m'a dit, mais si tu veux d'autres enfants, si on se sépare et que tu es une nouvelle femme et que tu veux de nouveaux enfants, je lui dis non, mais moi j'ai 2 enfants. Donc, on a 2 enfants, on n'en veut pas plus. Et même si on doit se séparer, la personne me prendra comme ça, donc sans pouvoir faire d'enfant. Voilà, donc c'était un acte mûrement réfléchi et une preuve d'amour aussi vis-à-vis de votre femme pour lui épargner des problèmes gynécologiques. Voilà, exactement. Bon, très bien. Merci beaucoup, Walter. Bonjour, docteur Hupertan. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien. Vous êtes chirurgien spécialisé en urologie. Alors, on va d'abord rappeler en quoi consiste la vasectomie, docteur Hupertan. Pour faire simple, la vasectomie est une méthode de contraception masculine permanente, sûre et beaucoup plus efficace que la ligature des trompes. Elle consiste à bloquer le passage des spermatozoïdes. Vous voyez, le testicule se fabrique en continu, mais ils ne stockent pas. Ils sont stockés ailleurs, près de la prostate. Oui. En sectionnant les canaux différents, il n'y a plus d'arrivée des spermatozoïdes, donc ce qui permet d'assurer 3 mois après la contraception masculine, après la vasectomie. Ah oui. Mais alors, moi j'ai lu pas mal de petits articles et c'est vrai qu'on parle d'intervention réversible, mais quand même j'ai l'impression qu'on sous-entend quand même que la plupart du temps c'est définitif, non? Alors, il faut avoir un message clair pour nos auditeurs. Voilà. La vasectomie doit être décidée dans un cadre définitif, permanent. D'accord. C'est vrai que les progrès de la microchirurgie et je témoigne parce que je fais de la réverso qui fonctionne plutôt bien. Donc, la technique pour rattraper, ça fonctionne, mais elle est incertaine. Donc, on ne peut pas proposer la vasectomie temporaire. La vasectomie, c'est que c'est permanent, c'est définitif, et que si, malgré tout, il y a un changement d'avis, il y a un changement de vie, parce que les vies, c'est comme ça vient, ça change, on peut envisager, mais ce n'est pas garanti, c'est réversible. C'est important de le dire parce que ça ne peut pas être un acte banalisé quand même. Non, c'est absolument. Et d'ailleurs, tous les urologues en France, parce que c'est une technique réalisée par les urologues, la vasectomie, nous sommes tous sensibilisés. Donc même s'il y a des gens qui viennent, des hommes, des jeunes gens, pour une vasectomie temporaire, nous sommes tous déjà avertis qu'on est dans le cadre d'un processus définitif. D'accord. Alors justement, docteur, une autre chose qui est importante, ce sont les raisons invoquées par les gens qui viennent demander une vasectomie. Qu'est-ce que vos patients vous disent? Pourquoi ils viennent et pourquoi ils souhaitent avoir recours à la vasectomie? Je crois que Walter a tout dit. Un, c'est des hommes qui sont amoureux, parce que sinon on ne fait pas la vasectomie pour l'autre. Oui. 2, c'est des hommes qui sont arrivés dans le cadre d'une couple à une certaine maturité, la maturité parentale. On a 2 enfants, ça suffit. La maturité érotique, on s'aime et notre projet de vie commune va continuer. Et troisièmement, je me suis renseigné, je sais qu'il n'y a pas de conséquences. Donc vraiment, on est dans le cadre des hommes amoureux. D'ailleurs, ils me disent, c'est une contraception relais. C'est des hommes qui prennent le témoin de la contraception pour continuer parce que la femme, elle a donné la contraception, les accouchements, les naissances, les grossesses, l'allaitement, et ils continuent, vous voyez. Donc c'est toutes ces raisons-là, les hommes qui assument leur amour et la charge mentale de la contraception, pas la vasectomie. Mais si je vous comprends bien, alors ça veut dire que ce sont surtout des patients qui sont installés dans leur vie, c'est pas un public jeune alors, ou en tout cas... Oui. La loi, elle est claire, donc la loi nous dit 18 ans, mais en pratique, on est statistiquement
80%, 4 hommes sur 5 sont dans un process de vie stable, de couple stable qui est à la maturité. Et puis, on a aussi l'autre situation, le cadre soit des hommes de plus de 50 ans, séparés, divorcés, qui ont une vie très riche sexuellement, qui ne veulent pas du tout passer par la case, paternité. Voilà. Ou bien, il y a à l'extrême, on a ce qu'on appelle la child-free generation, c'est-à-dire des hommes jeunes, des hommes qui n'ont pas d'enfants, mais qui n'ont jamais voulu avoir d'enfants. Donc, c'est vrai que c'est une progression. On le voit avec mes amis aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Il y a une frange très importante des hommes jeunes qui ne sont pas du tout à copier le modèle parental des enfants avec tout ce qui s'implique. Est-ce qu'il y a des contre-indications, docteur Hupertan, à la vasectomie ? Bon, à part, la loi, elle est déjà très claire. La loi qui cadre la vasectomie, la loi du 4 juillet 2001 précise le cadre légal. Donc, la principale contre-indication, c'est l'homme mineur. Chez les personnes majeures, on peut les avoir malgré tout sous condition de la vasectomie. Et puis après, il y a les patients à risque de regret qu'il faut évaluer en consultation. On sait que statistiquement, ailleurs dans le monde, on a un taux de regret de 6 à 7%. Donc, grosso modo, on sait que l'homme de moins de 30 ans qui n'a pas d'enfant peut être amené à changer d'avis. Mais, en soi, ce n'est plus une contre-indication. C'est chaque urologue peut décider selon l'expérience, selon le feeling qu'on a avec le patient, s'il donne suite mais ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas une contre-indication. D'accord. Et alors, ce mode de contraception, docteur, est fiable à 100% ou bien est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait des petits trous dans le filet et que, hop, vous savez, la vie est fantastique. La vie trouve toujours le chemin. C'est pour ça qu'on est là. Après 4 milliards d'années, on est toujours là, nous, Homo sapiens. C'est que la seule technique qui est 100% efficace, c'est l'abstinence. Oui. Ça c'est sûr. Sinon, on sait, on a l'expérience nord-américaine avec des bases de données, l'expérience anglaise avec des grandes bases de données de suivi au long cours. On sait qu'il y a un risque théorique de grossesse malgré une contraception efficace vérifiée à plusieurs reprises par des spermogrammes, un risque de 0,014%. Donc on n'est pas à zéro, on n'est pas loin. Voilà. Mais si on compare avec la ligature des trompes, qui est pas loin de 3%, vous voyez déjà, si on compare vasectomie 0,01 et ligature des trompes près de 3%, et quand même, il y a un grand écart. Oui. Il y a une autre chose importante à rappeler, docteur Hupertan, c'est depuis quand date la vasectomie ? Parce que c'est pas quelque chose de récent. Écoutez, la technique sans scalpel, qui est aujourd'hui la technique de référence partout dans le monde, celle que j'ai appris au Québec, qu'on fait au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande, partout dans le monde, c'est la technique dite sans scalpel, la vasectomie sans scalpel. Oui. La première publication date de 1974 en Chine. La technique a été amenée aux États-Unis en 1982, en Espagne 1993. Vous voyez, depuis, cette technique a été étudiée, surveillée. Il y a des codes, il y a des bases de données. Donc voilà, ça fait 74, 2024. Vous voyez, ça fait quand même suffisamment de recul pour avoir toutes les questions qu'on peut se poser sur les conséquences de la vasectomie. Alors justement, je lisais qu'il y a près de 50 millions d'hommes, puisque vous parlez de ce qui se passe dans le monde, qui ont recours à la vasectomie. Et il semblerait que la Nouvelle-Zélande soit le pays dans lequel le nombre est le plus important, avec 44% des hommes de plus de 40 ans. C'est fou, ces chiffres sont fous. Si ces chiffres montrent, pour ma part, où on est une société, vous voyez, une société où la notion d'équité dans la famille, elle est là. La société où la sexualité n'est pas un tabou pour parler entre les générations. C'est une société dans laquelle les hommes connaissent leur corps, sont informés, il y a une transmission générationnelle de ce qui se passe en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et en même temps, on ne peut pas ne pas regarder ailleurs cette société où les hommes participent à la santé féminine. Oui. Le vaccin masculin
HPV, il est très développé, donc les hommes sont très impliqués dans cette sexualité. Ce n'est pas qu'une question de vasectomie, moi et ma vasectomie. En fait, c'est une contraception de couple. Oui, c'est un regard vers les femmes. Il y a une autre chose qui est très importante, docteur. Est-ce que ce mode, est-ce que la vasectomie peut être une porte d'entrée à certaines pathologies masculines ou au contraire, est-ce que ça peut les éviter ? Écoutez, l'avantage des bases de données nord-américaines, anglaises, anglo-saxonnes, c'est qu'on s'est posé toutes ces questions sous-jacentes. Est-ce que la vasectomie entraîne des cancers de la prostate, des cancers de testicules, de l'hypertension, des tas de maladies? On a des réponses. Or, il n'y a aucun lien de causalité n'a été établi entre la vasectomie et toutes ces pathologies. Par contre, ce que l'on a observé, c'est qu'un homme qui est passé dans un cabinet d'urologue, elle va plus facilement se faire suivre pour les pathologies, notamment le fameux cancer de la prostate. Donc, on a observé dans certains corps en Europe du Nord, plus de diagnostics, plus de surveillance, meilleure guérison pour des gens. Voilà. Donc, c'est vraiment une question que, vous savez, les femmes vont chez les gynécologues depuis 16 ans, depuis la pilule. Oui. L'homme, il arrive à 50 ans, il a peur parce qu'il aura un toucher rectal. Le fait d'avoir été en contact avec l'urologue, ça crée une relation humaine, donc du coup, plus facilement, vont se faire suivre par les urologues. En tout cas, c'est très intéressant. Merci vraiment, docteur Hupertan, et merci Walter d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était très instructif. Oui, merci beaucoup Walter pour votre témoignage. À très bientôt à tous les deux. Et merci docteur Hupertan, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée et merci à tous de nous avoir suivis avec Catherine. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry. Bien sûr, vous serez levé, vous ? Non, je suis pas J'y sûre. serai, si, j'y serai. Pour la chronique Yapadage, pour pousser un coup de gueule. Et entre 12h et 13h, évidemment, avec tous nos rendez-vous pour vous aider, vous rendre la vie plus facile, vous faire rire aussi parfois. Mais oui. Et vous instruire, parce que Et ça, vous c'était très intéressant. On ne l'arrête plus. Bon Allez, dimanche à tous. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.